Salut mon pote, aujourd'hui on parle Legacy Code. Si tu as envie de savoir ce que c'est que du Legacy Code, ou alors quelles sont les techniques que tu peux utiliser quand tu dois travailler avec du code dit Legacy, alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Roulez! Petit changement par rapport à ce que j'avais annoncé la semaine dernière. J'avais parlé d'un autre sujet, je ferai sûrement une vidéo dessus. Mais du coup, cette semaine pour moi c'était une semaine de reprise et j'ai dû bosser sur du code Legacy et du coup je pensais que c'était un peu plus intéressant de vous partager des trucs que je viens de vivre les 2-3 derniers jours plutôt qu'un sujet comme ça un petit peu random. Il n'y a pas de réelle définition, moi je vais essayer de donner la définition qui est la mienne et puis si toi tu as une autre définition, n'hésite pas à le partager dans les commentaires pour en faire profiter tout le monde. La première chose c'est que c'est en général du code qu'on ne maintient plus vraiment. C'est pas du code sur lequel on travaille vraiment tous les jours. Du coup, c'est un code qui fonctionne, et du coup, comme il fonctionne, on n'y touche pas. C'est aussi un code qui peut parfois avoir des mainteneurs qui sont plus dans la boîte. C'est-à-dire que les gens qui ont écrit le code, ils sont partis. Ça arrive très souvent qu'il n'y ait pas de documentation. C'est-à-dire que quand les gens ont fini de bosser sur le code, ont fini de l'écrire, ils n'ont pas laissé de documentation. Et c'est un code aussi qui utilise des standards qui sont plus des standards actuels. Par exemple, certains packages, c'était le cas pour moi, n'étaient pas écrits avec les dernières versions de S de JavaScript, mais des versions plus anciennes. On retrouvait de l'héritage prototypal ou ce genre de choses-là. En gros, pour résumer, du code Legacy, c'est du code qu'on maîtrise plus vraiment. À mon retour de vacances, j'ai repris une tâche. Elle concernait du code Legacy. Et en fait, ça représente, au niveau des différentes couches qu'on a dans l'entreprise, la couche la plus basse. C'est pour ça que c'est un peu du code Legacy, parce que ça a été un socle pour toute l'entreprise. Et c'est pas un code qu'on a besoin de modifier assez souvent. D'ailleurs, un autre moyen de savoir si du code est Legacy, c'est qu'en général, personne n'a envie d'y toucher. Et donc du coup, j'ai utilisé un mode opératoire que j'aimerais bien te partager. Le premier tips, en fait, c'est de ne pas lire le code. La première chose, c'est d'aller chercher des informations. Il y a forcément des gens qui ont le ownership de ce code-là, et franchement, ils m'ont donné les points d'entrée du code et ça m'a fait gagner vachement de temps. D'ailleurs, quand tu vas aller voir ce collègue-là, il ne faut pas lui demander seulement des infos sur le code, il faut aussi essayer de voir s'il n'y a pas des sujets, des connaissances que tu dois maîtriser avant d'aborder le code. Justement, dans le code dont on parle là, à un moment, il y avait une histoire de graphe. Donc j'ai essayé de me renseigner un peu sur la théorie des graphes, qu'est-ce qu'un graphe, des notions de composants fortement connexes, ou strongly connected component en anglais. C'est des choses que je ne connaissais pas, et le fait d'avoir eu l'information en amont, ça m'a permis d'aller regarder des infos sur ce sujet, pour qu'au moment où je croise ça dans le code, je sache vraiment de quoi ça parle. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu cherches de la documentation. C'est hyper important de varier les sources. C'est pour ça qu'aller demander à un collègue, ça suffit pas. Mais des fois, il y a des choses qui sont écrites dans les docs dont personne ne se rappelle. Ça peut être ultra intéressant. Une fois que tu as essayé de réunir les différentes sources, que tu as interrogé tes collègues, etc., si tu as des hypothèses, si tu as compris des choses, essaie de reformuler et valider tes hypothèses. En fait, valide que tu as bien compris ce que tu as lu ou ce que tu as entendu. Plutôt que de partir avec une fausse hypothèse, de commencer à aller modifier du code pour qu'au final, tu te rendes compte que tu n'as pas compris. Et dans le cas où tu es vraiment seul, il n'y a pas d'autre choix, il faut aller diguer dans le code. À ce moment-là, avant de lire vraiment le code, je te conseille d'aller regarder les tests d'intégration ou les tests end-to-end. Lire les tests, ça va t'aider à comprendre en gros ce que tu donnes en input à ton programme et ce qu'il te donne en sortie. Et du coup, s'il n'y a pas de test, tu n'as pas d'autre choix que d'aller lire le code source. Et lire le code, c'est pas ouvrir les fichiers un peu au hasard, c'est trouver un point d'entrée. Tes collègues t'ont donné peut-être 1 ou 2 points d'entrée, ça peut être intéressant. En gros, cherche dans tel fichier, c'est à peu près là que se passe ce dont tu as besoin. Sinon, par exemple, tu trouves le point d'entrée global et tu essaies peut-être de parcourir le code, de mettre des breakpoints, de comprendre ce qui se passe. Et une fois que tu as réussi à parcourir le code, il faut que tu trouves les endroits où tu vas faire les améliorations. Si par exemple tu avais une fonction dans une fonction, et tu vois que c'est cette petite fonction-là que tu dois modifier, et mon conseil, c'est de créer un test unitaire pour cette fonction-là, rajouter le code que tu as envie, et tu remontes ensuite, et tu crées des tests unitaires pour toutes les fonctions par an, on va dire, jusqu'à remonter jusqu'à ton niveau plus haut, ton niveau end-to-end ou ton niveau intégration. Donc en gros, ce que tu as fait, c'est que dans le cas idéal, tu es parti du haut, tu as parcouru les tests, tu as trouvé dans le code l'endroit que tu voulais modifier,
Et là, tu fais l'effet inverse. Tu remontes tous les tests possibles et imaginables jusqu'à revenir au test end-to-end. Comme ça te permet de rajouter ces nouveaux cas que tu viens de créer, ce nouveau comportement dans le code, et d'être sûr qu'il est testé à tous les endroits, pas seulement au niveau end-to-end, mais aussi au niveau unitaire. Après, si jamais il n'y a aucun test qui est écrit et que tu es un peu pris par le temps, je te conseille de prioriser les tests end-to-end. En gros, le test d'utilisation, le test d'intégration, qui valide que le comportement global fonctionne. Bien évidemment, si je reprends aussi le schéma, tu vas essayer de rajouter de la documentation. Et si on n'avait pas, ça peut être intéressant de le faire. Et enfin, c'est de faire review ton code, review ta documentation, review tes tests. En gros, ne fais pas ça tout seul. Quand tu touches à du code comme ça qui est assez ancien, qui a toujours bien fonctionné et que toi, tu arrives là-dedans, il ne faut pas que tu introduises de nouveaux bugs, il ne faut pas qu'il y ait des régressions. Donc n'hésite pas à t'entourer de gens, tu vas voir les devs seniors de ta team et tu demandes de l'aide. Moi perso, c'est ce que je fais. Du coup, l'autre conseil que je peux te donner, c'est de prendre ton temps. Du coup, si tu dois lire du code, si tu veux aller un peu trop vite, tu vas commencer à faire peut-être des fausses hypothèses et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, prends le temps, lis, prends des notes. Du coup, voilà pour les petites techniques que j'utilise. Si toi t'en as d'autres, n'hésite pas à me les partager. Enfin, je voudrais te parler d'un truc, c'est que je sais pas si tu as vu le titre de la vidéo, enfin le titre de la thumbnail, j'ai marqué « J'aime le code legacy ». C'est pas toujours ce que tu entends de la part des devs. Très souvent on dit que le code legacy c'est le cauchemar des devs. Et moi, je trouve qu'il y a des petites opportunités quand même. La première opportunité, c'est qu'en fait tu vas bosser une skill, ce qui est hyper important pour un dev, c'est le reverse engineering. En gros, le reverse engineering c'est prendre un bout de code ou même un système entier et réussir à comprendre comment il fonctionne. Pouvoir dire voilà, ils avaient tel problème, ils l'ont découpé comme ci, comme ça, ils ont utilisé telle structure de données, ils ont utilisé tel algo, etc. et que tu arrives à refaire l'archi du projet par toi-même. La deuxième chose, c'est que tu vas te rendre hyper utile au niveau de ta boîte. Pourquoi ? Parce que le code legacy, c'est un code que personne ne veut toucher. Et du coup, si personne ne veut y aller et que toi tu y vas, tu vas être hyper utile à ta boîte en fait. Et du coup, il y a un troisième avantage qui découle du coup de celui dont je viens de te parler juste avant, c'est que si c'est du code legacy, qu'il n'y a pas de documentation, qu'il n'y avait pas de test, le fait que tu y sois allé, le jour où on voudra faire une refacto, tu pourras avoir un droit de regard, tu pourras discuter, tu pourras apporter des solutions parce que tu as lu le code, tu sais comment il est fait, et du coup, ça peut être hyper intéressant. Dernière vidéo vlog de ce mois d'août, on se retrouve au mois de septembre avec le premier épisode de Let Me Hack Better. Je vais te donner quelques infos dans les semaines prochaines sur l'invité, le sujet. D'ici là, prenez soin de vous. Roulez!